La pluie tombait en fines gouttes sur Séoul, trempant les cheveux de Minji, 18 ans, recroquevillée sur un banc dans une ruelle près de Myeongdong. Elle serrait son sac à dos contre sa poitrine, comme si c'était la seule chose qui la rattachait encore au monde. 3 jours plus tôt, sa mère avait claqué la porte de leur maison familiale à un chon, criant qu'elle n'avait plus de fille. « Comment oses-tu nous faire honte ainsi? Aimer une femme? Tu n'es plus des nôtres. » Les mots de sa mère résonnaient encore dans sa tête, plus douloureux que le froid qui mordait ses doigts. Minji, une jeune Coréenne au visage doux mais marqué par la fatigue, n'avait jamais voulu blesser sa famille. Elle n'avait fait qu'écouter son cœur, un cœur qui battait pour Irin, sa meilleure amie depuis le lycée. Leur premier baiser, volé derrière la bibliothèque de l'école, avait été une révélation, un éclat de lumière dans la grisaille de sa vie. Mais en Corée, où la tradition pesait comme une montagne, cet amour était un crime aux yeux de ceux qu'elle aimait. Elle n'avait nulle part où aller. Ses économies, à peine assez pour un repas par jour, fondaient comme la neige sous le soleil. Elle avait dormi dans un PC Bang la nuit précédente, entourée d'adolescents jouant à des jeux vidéo, leur rire contrastant avec son silence. Ce soir, elle n'avait plus rien. Juste ce banc, cette pluie, et une solitude qui lui broyait le cœur. À quelques mètres, une femme élégante s'arrêta sous un parapluie noir. Sojin, 40 ans, était une figure discrète mais influente de Séoul, une millionnaire ayant bâti sa fortune dans la mode durable. Ses cheveux noirs impeccablement coiffés encadraient un visage marqué par une sagesse durement acquise. Elle n'était pas du genre à s'arrêter pour une inconnue, mais quelque chose dans l'image de Minji, seule sous la pluie, la toucha profondément. Peut-être était-ce le souvenir de sa propre jeunesse, lorsqu'elle avait dû cacher qui elle était pour survivre dans une société impitoyable. « Tu vas attraper froid comme ça, » dit Sojin, sa voix douce mais ferme, brisant le silence. Minji sursauta, levant des yeux méfiants. Elle n'était pas habituée à la gentillesse gratuite. « Ça va, » murmura-t-elle, sa voix tremblante trahissant son mensonge. Sojin s'assit à côté d'elle, ignorant la pluie qui tachait son manteau hors de prix. « Personne ne va bien sur un banc à cette heure-ci, » répondit-elle avec un sourire triste. « Viens avec moi. Juste pour ce soir. » Minji hésita. Elle avait appris à se méfier des inconnus, surtout dans une ville où les apparences cachaient souvent des intentions troubles. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de Sojin, une sincérité qui perçait la carapace de sa peur. Elle hocha la tête, à peine, et suivit cette femme qu'elle ne connaissait pas, ignorant que cette rencontre allait changer sa vie. Elles marchèrent jusqu'à un immeuble moderne dans le quartier de Gangnam, où Sojin vivait dans un appartement au dernier étage, avec une vue imprenable sur les lumières de Séoul. L'endroit était à la fois luxueux et chaleureux, décoré avec des touches de bois et des œuvres d'art coréennes contemporaines. Minji, intimidé, resta près de la porte, son sac goûtant sur le parquet. « Prends une douche chaude, change-toi, » dit Sojin en lui tendant une serviette et des vêtements propres. « On parlera après. » Sous l'eau brûlante, Minji sentit ses larmes couler à nouveau. Elle repensait à Irin, à leur dernier message échangé avant que ses parents ne confisquent son téléphone. « Je t'aime, Minji. On trouvera un moyen. » Mais comment? Irin était parti étudier à Busan, et Minji n'avait plus rien. Pas de maison, pas de famille, pas d'avenir. Juste cette étrangère qui, pour une raison qu'elle ne comprenait pas, lui offrait un refuge. Quand elle sortit de la salle de bain, Sojin l'attendait avec une tasse de thé au ginseng. « Raconte-moi, » dit-elle simplement. Et pour la première fois depuis des jours, Minji parla. Elle raconta sa famille traditionnaliste, son amour interdit pour Irin, les cris, les portes claquées et la solitude qui avait suivi. Sojin écouta sans juger, ses yeux reflétant une douleur qu'elle semblait connaître intimement. « J'ai été à ta place, » murmura Sojin après un long silence. « Pas exactement, mais assez pour comprendre. J'avais 20 ans quand j'ai dû quitter ma famille pour être moi-même. » Elle ne donna pas plus de détails, mais ses mots portaient le poids d'une vie marquée par les mêmes combats. « Tu n'es pas seul, Minji. Pas ce soir, et pas demain, si tu me fais confiance. » Ce soir-là, Minji dormit dans une chambre d'amis, enveloppée dans des draps qui sentaient le propre, loin du froid des rues. Mais au fond d'elle, une question la hantait. Pourquoi cette femme, une étrangère,
se montrait-elle si généreuse? Était-ce un piège, ou une chance que la vie lui offrait enfin? Les jours suivants, Minji découvrit que Sojin n'était pas seulement une bienfaitrice passagère. La femme d'affaires lui proposa de rester dans son appartement le temps de reprendre ses esprits. En échange, Minji aiderait avec des tâches simples, trier des échantillons de tissus, répondre à des emails ou préparer du café pour les réunions. Ce n'était pas un travail officiel, mais pour Minji, c'était une bouée de sauvetage. Elle apprenait à connaître Sojin, une femme à la fois distante et profondément humaine, dont la vie semblait tissée de contradictions. Sojin était une figure respectée dans le monde de la mode coréenne, connue pour ses collections qui mêlaient tradition et modernité. Mais en privé, elle était réservée, presque secrète. Minji remarqua qu'elle ne parlait jamais de sa famille ou de ses relations personnelles. Les seules photos dans l'appartement montraient Sojin avec des collègues ou lors de voyages à Paris et Tokyo, jamais avec quelqu'un de proche. Cette solitude voilée intriguait Minji, tout comme la douceur inattendue que Sojin lui témoignait. Un soir, alors qu'elles dînaient ensemble, un bibimbap préparé par une gouvernante, Minji osa poser une question. « Pourquoi m'aidez-vous? Vous ne me connaissez même pas. » Sojin posa ses baguettes, son regard perdu dans les lumières de la ville à travers la fenêtre. « Parce que je sais ce que c'est de perdre tout ce qu'on a pour être soi-même, » répondit-elle. « À ton âge, j'ai dû me battre seule. Si je peux t'épargner ne serait-ce qu'une partie de cette douleur, je le ferai. » Ces mots touchèrent Minji, mais ils éveillèrent aussi des doutes. Elle avait grandi dans une société où la générosité désintéressée était rare, surtout envers une inconnue comme elle. Était-ce vraiment de la compassion, ou Sojin attendait-elle quelque chose en retour? Cette pensée la rongeait, mais elle n'avait pas d'autre choix que de rester. Sans argent, sans diplôme, et avec une famille qui l'avait reniée, elle était à la merci de cette femme. Pendant ce temps, Minji ne pouvait s'empêcher de penser à Irin. Elle avait réussi à récupérer un vieux téléphone dans les affaires de Sojin, et bien qu'elle n'ait pas de carte SIM, elle écrivait des messages qu'elle ne pouvait pas envoyer, comme des lettres à la mère Irin. « Je suis perdue, mais je vais bien. Je veux te revoir. » Chaque mot était un cri silencieux, un fil ténu qui la reliait à son passé. Un jour, alors qu'elle triait des dossiers dans le bureau de Sojin, Minji tomba sur une vieille photo glissée entre des contrats. On y voyait une jeune Sojin, peut-être 25 ans, riant aux côtés d'une autre femme, une Coréenne aux cheveux courts et au sourire éclatant. Au dos, une inscription « Avec Eunkyung, 2005 ». Minji sentit son cœur se serrer. Était-ce une amie? Une amante? Elle reposa la photo, mais l'image resta gravée dans son esprit. Ce soir-là, Sojin rentra plus tôt que d'habitude, les traits tirés. « On m'a proposé un contrat à Paris », annonça-t-elle. « Une collaboration avec une grande maison de mode. Je pars dans une semaine. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Tu pourrais venir avec moi, si tu veux. Un nouveau départ, loin d'ici. » Minji sentit son souffle se couper. Paris, c'était un rêve, mais aussi une fuite. Partir, c'était abandonner tout espoir de revoir Irin. Pourtant, rester à Séoul, c'était risquer de retomber dans la rue. Je ne sais pas, balbutia-t-elle. Sojin ne la pressa pas. Prends ton temps. Mais sache que parfois, partir est la seule façon de se retrouver. Ces mots résonnèrent en Minji, mais ils portaient aussi une ombre. Sojin semblait parler d'expérience, comme si elle avait elle-même fui quelque chose ou quelqu'un. Les jours suivants, Minji pesa sa décision. Elle passait ses journées à aider Sojin, apprenant les ficelles du métier de la mode, fascinée par la créativité et la rigueur de cette femme. Mais la nuit, elle rêvait de Irin, de leur rire au bord de la rivière Han, de leurs promesses chuchotées. Elle se sentait déchirée entre deux mondes, la sécurité que Sojin lui offrait et l'amour qu'elle avait laissé derrière. Un soir, alors qu'elle feuilletait un carnet de croquis de Sojin, elle tomba sur une note manuscrite. « Eunkyung, je n'ai jamais eu le courage de te le dire. » Minji sentit une vague de curiosité mêlée de malaise. Qui était Eunkyung? Et pourquoi Sojin, une femme si forte en apparence, semblait-elle porter un tel regret? La semaine avant le départ pour Paris passa comme un tourbillon. Minji s'immergeait dans les préparatifs,
aidant Sojin à organiser des réunions avec des designers et à emballer des échantillons de tissus. Elle découvrait un monde qu'elle n'avait jamais imaginé, où la créativité se mêlait à une discipline presque militaire. Pourtant, chaque instant de calme ramenait ses pensées à Irin. Elle n'avait aucun moyen de la contacter, et cette impuissance la rongeait. Un après-midi, alors qu'elle triait des ébauches dans l'atelier de Sojin, Minji trouva le courage de poser la question qui la hantait. « Qui est Eun-kyung » demanda-t-elle, tenant la photo qu'elle avait découverte. Sojin se figea, son visage passant de la surprise à une douleur contenue. « Où as-tu trouvé ça » répondit-elle, sa voix plus froide qu'à l'accoutumée. Minji s'excusa, bafouillant qu'elle était tombée sur la photo par hasard. Sojin récupéra la photo et la glissa dans sa poche sans un mot. Mais ce soir-là, après un dîner silencieux, Sojin s'ouvrit enfin. Elles étaient assises dans le salon, une bouteille de soju entre elles, un rare moment où Sojin semblait baisser sa garde. Eun-kyung était quelqu'un d'important, commença-t-elle, les yeux fixés sur son verre. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Elle était tout pour moi, mais je n'ai jamais eu le courage de lui dire ce que je ressentais. À l'époque, en Corée, c'était encore plus dur qu'aujourd'hui. J'ai choisi ma carrière, ma sécurité. Elle s'est mariée, a eu une famille. Moi, je suis parti. Minji écoutait, bouleversée. Elle voyait dans les yeux de Sojin une blessure qu'elle reconnaissait, celle d'un amour interdit, étouffé par la peur et les attentes. « Vous l'aimez encore » demanda-t-elle doucement. Sojin esquissa un sourire amer. On n'oublie jamais son premier amour. Mais on apprend à vivre avec. Cette révélation changea quelque chose en Minji. Elle voyait Sojin non plus comme une figure intouchable, mais comme une femme qui avait traversé les mêmes tempêtes qu'elle. Cette nuit-là, elle décida de partir pour Paris. Non pas pour fuir Irin, mais pour se donner une chance de devenir quelqu'un qui pourrait un jour revenir et affronter son passé. Le voyage à Paris fut un choc culturel pour Minji. La ville, avec ses rues pavées et ses cafés animés, semblait vibrer d'une liberté qu'elle n'avait jamais connue à Séoul. Sojin, en mode professionnel, était dans son élément, négociant avec des acheteurs et présentant ses créations. Mais elle veillait aussi sur Minji, lui offrant des vêtements neufs, l'inscrivant à des cours de français et lui donnant des responsabilités dans son équipe. Pourtant, Paris n'effaça pas Irin. Chaque soir, Minji écrivait dans un carnet, décrivant ses journées et ses pensées pour son amour perdu. « Aujourd'hui, j'ai vu la tour Eiffel. J'aimerais que tu sois là. » Ces mots étaient son encre, son lien avec la fille qu'elle avait laissée derrière. Un jour, alors qu'elle accompagnait Sojin à une exposition de mode, Minji reçut un message inattendu. Sojin lui avait offert un nouveau téléphone avec une carte SIM, et un numéro inconnu venait de lui écrire « Minji, c'est Irin. Je suis à Séoul. Où es-tu » Son cœur s'arrêta. Comment Irin l'avait-elle retrouvé? Et surtout, que signifiait ce message après des mois de silence? Elle répondit, les mains tremblantes, racontant brièvement son départ pour Paris. La réponse de Irin arriva presque immédiatement. « Je veux te voir. Je viens à Paris. » Minji sentit une vague d'espoir, mêlée de peur. Irin à Paris? Était-ce possible? Mais une autre pensée la frappa. Sojin. Cette femme qui l'avait sauvée, qui lui offrait un avenir. Que penserait-elle de cette réunion? Était-elle prête à laisser Minji poursuivre son propre chemin? Ce soir-là, Minji confronta Sojin. Irin veut venir à Paris. Je ne sais pas quoi faire. Sojin la regarda longuement, puis posa une main sur son épaule. Si c'est ton cœur qui parle, écoute-le. Mais sois prête à en payer le prix. L'amour, c'est aussi du courage. Ces mots restèrent avec Minji, alors qu'elle attendait une réponse de Irin. Paris, avec toute sa beauté, devenait le décor d'une nouvelle bataille. Celle entre son passé et son avenir, entre la sécurité et l'amour. Les jours suivants, Minji vivait dans un mélange d'excitation et d'angoisse. Irin avait confirmé qu'elle prendrait un vol pour Paris, grâce à l'argent économisé de petits boulots abusants. Minji ne savait pas comment elle réagirait en la revoyant. Leur amour, si intense au lycée, avait été brisé par la distance et le rejet de sa famille. Et si tout avait changé? Et si Irin,
19 ans, coréenne au sourire lumineux qu'elle aimait tant, n'était plus la même? So-jin, fidèle à sa nature discrète, ne posait pas de questions, mais elle observait Min-ji avec une attention accrue. Un matin, alors qu'elle prenait un café dans un bistrot près de Montmartre, So-jin brisa le silence. « Quand Irin arrivera, tu auras des décisions à prendre, Min-ji. Pas seulement pour elle, mais pour toi. » Min-ji hocha la tête, incapable de répondre. Elle savait que So-jin avait raison, mais l'idée de choisir entre son passé avec Irin et l'avenir que So-jin lui offrait la terrifiait. Le jour de l'arrivée de Irin, Min-ji se rendit seule à l'aéroport Charles de Gaulle. Elle portait une robe simple que So-jin lui avait offerte, ses cheveux attachés en une queue de cheval nerveuse. Quand elle aperçut Irin dans la foule, son cœur s'emballa. Irin, avec ses cheveux courts et son sac à dos usé, semblait à la fois familière et différente. Lorsqu'elles s'enlacèrent, les larmes coulèrent sans retenue. « Je t'ai cherché partout, » murmura Irin, sa voix brisée par l'émotion. « Quand ta mère m'a dit que tu étais parti, j'ai cru t'avoir perdu pour toujours. » Elles passèrent la journée à marcher dans Paris, évitant les sujets douloureux. Irin raconta ses mois abusants, son sentiment d'isolement, et comment elle avait découvert le numéro de Min-ji grâce à une amie commune. Min-ji, elle, parla de sa rencontre avec So-jin, de sa nouvelle vie, mais elle omit les détails sur la générosité de So-jin. Elle ne savait pas pourquoi, mais une part d'elle voulait protéger ce lien fragile avec sa bienfaitrice. Irin resta dans un petit hôtel bon marché, payé avec ses maigres économies. Chaque jour, Min-ji la rejoignait après ses heures avec So-jin, et elle redécouvrait leur amour dans les ruelles de Paris. Mais une tension grandissait. Irin posait des questions sur So-jin, sur ce qu'elle représentait pour Min-ji. « Elle t'a sauvé, d'accord, mais pourquoi fait-elle tout ça ?» demanda Irin un soir, une pointe de jalousie dans la voix. Min-ji, troublée, ne savait pas quoi répondre. Elle-même se posait la question. Un incident vint compliquer les choses. Lors d'une soirée organisée par So-jin pour des investisseurs, Min-ji invita Irin, espérant que les deux femmes pourraient se rencontrer. Mais la soirée tourna mal. Irin, mal à l'aise parmi les invités huppés, se sentit jugée. Quand So-jin, dans un moment de distraction, posa une main affectueuse sur l'épaule de Min-ji, Irin explosa. « C'est quoi, ça? Tu vis avec elle, tu portes ses vêtements, et maintenant ça ?» cria-t-elle avant de quitter la salle en trombe. Min-ji la suivit dans la rue, sous le regard perplexe des invités. « Irin, attends, ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Irin, blessée, refusa d'écouter. « Tu as changé, Min-ji. Tu vis dans son monde maintenant. Moi, je ne suis qu'un souvenir. » Ces mots frappèrent Min-ji comme un coup de poignard. Elle rentra chez So-jin, le cœur lourd, et passa la nuit à pleurer. Le lendemain, So-jin aborda le sujet avec une douceur inattendue. « L'amour est compliqué, Min-ji. Parfois, il faut choisir entre ce qu'on veut et ce dont on a besoin. » Elle raconta alors une partie de son passé qu'elle avait eue. Eun-kyung, son grand amour, avait choisi une vie conforme aux attentes de la société. So-jin, elle, avait choisi la liberté, mais au prix d'une solitude qu'elle portait encore. « Ne fais pas la même erreur que moi, » murmura-t-elle. « Si Irin est ton avenir, bats-toi pour elle. » Ces mots donnèrent à Min-ji le courage de courir à l'hôtel de Irin. Elle frappa à la porte, prête à tout expliquer, à se battre pour leur amour. Mais la chambre était vide. Irin était parti, laissant une note. « Je t'aime, mais je ne peux pas rivaliser avec ta nouvelle vie. Reste à Paris. Sois heureuse. » Min-ji s'effondra, la note froissée dans sa main. Elle avait cru que Paris serait sa liberté, mais elle venait de perdre la seule personne qui comptait vraiment. Les semaines qui suivirent le départ de Irin furent un brouillard pour Min-ji. Elle errait dans l'appartement de So-jin, accomplissant ses tâches mécaniquement, mais son cœur n'y était plus. Paris, avec ses lumières et son romantisme, lui semblait désormais cruel, comme si la ville s'était moquée de ses espoirs. Chaque coin de rue lui rappelait Irin, le café où elles avaient ri, le pont où elles s'étaient embrassées. La note de Irin, qu'elle gardait dans sa poche, était devenue un talisman douloureux. So-jin, témoin de sa détresse, tenta de la sortir de sa torpeur.
Elle l'emmena à des défilés, lui confia des responsabilités plus importantes, comme présenter des croquis à des clients. « Tu as du talent, Minji, » lui dit-elle un jour. « Tu pourrais avoir une carrière ici, si tu le veux. » Mais Minji, bien qu'elle admirât Sojin, ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide. La mode, Paris, tout cela semblait appartenir à quelqu'un d'autre, pas à la fille de 18 ans qui avait grandi à Incheon en rêvant d'un amour simple avec Irin. Un soir, alors qu'elle triait des emails pour Sojin, Minji reçut un message inattendu. C'était une amie de Irin, Ji-won, une Coréenne de 20 ans qu'elle avait connue au lycée. Le message était bref. Irin va mal. Elle est à Séoul, mais elle ne veut pas que tu t'inquiètes. Je te dis juste au cas où. Minji sentit son estomac se nouer. Irin allait mal. Était-ce à cause d'elle? Sans réfléchir, elle montra le message à Sojin. Va la retrouver, dit Sojin sans hésiter. Je t'achète un billet pour Séoul demain. Minji protesta, disant qu'elle ne pouvait pas abandonner Sojin après tout ce qu'elle avait fait pour elle. Mais Sojin secoua la tête. Je ne t'ai pas sauvée pour te garder prisonnière. Je t'ai donné une chance pour que tu puisses choisir ta vie. Va. Le lendemain, Minji monta dans un avion pour Séoul, le cœur battant. Elle ne savait pas ce qu'elle trouverait, mais elle savait qu'elle devait essayer. À son arrivée, Ji-won l'attendait à l'aéroport. Irin est à l'hôpital, expliqua-t-elle, les yeux pleins de larmes. Elle a eu un accident de voiture il y a 2 jours. Elle va s'en sortir, mais elle est fragile. Elle n'arrête pas de parler de toi. Minji sentit ses jambes trembler. Elle suivit Ji-won jusqu'à l'hôpital, où Irin était allongé dans une chambre, un bras dans le plâtre et des ecchymoses sur le visage. En voyant Minji, Irin éclata en sanglots. « Tu es revenu » murmura-t-elle. Minji s'agenouilla près du lit, prenant sa main. « Je ne te quitterai plus jamais » promit-elle, les larmes roulant sur ses joues. Les jours suivants, Minji resta au chevet de Irin, l'aidant à récupérer. Elles parlèrent de tout, de leur amour, de leur peur, des pressions de leur famille et de la société. Irin avoua qu'elle avait fui Paris par peur de ne pas être à la hauteur de la nouvelle vie de Minji. « J'avais l'impression que tu appartenais à Sojin, à ce monde de luxe, » dit-elle. Minji secoua la tête. « Je n'appartiens qu'à toi. » Mais la réalité les rattrapa. Minji n'avait ni travail ni maison à Séoul, et Irin vivait dans un petit appartement partagé, à peine capable de payer ses factures. Leur amour était fort, mais la Corée, avec ses normes rigides, leur rappelait chaque jour qu'elles n'étaient pas les bienvenues. Minji pensa à Sojin, à l'offre de revenir à Paris. Mais pouvait-elle demander à Irin de tout quitter? Un soir, alors qu'elle regardait la rivière Han scintiller sous les étoiles, Minji prit une décision. « Viens avec moi à Paris, » dit-elle à Irin. « On recommencera ensemble. » Irin hésita, craignant de ne pas s'intégrer, mais l'amour dans les yeux de Minji la convainquit. « D'accord, » murmura-t-elle. « Mais seulement si on le fait à notre manière. » Minji contacta Sojin, qui, fidèle à elle-même, organisa tout, des billets d'avion, un petit appartement à Paris, et même une place pour Irin dans une école d'art, où elle pourrait poursuivre sa passion pour le dessin. « Vous méritez une chance, » dit Sojin lors d'un appel vidéo, un sourire triste sur le visage. « Ne gâchez pas ce que j'ai gâché avec Eun-kyung. » En préparant leur retour à Paris, Minji sentit une lueur d'espoir. Elle savait que la route serait difficile, mais pour la première fois, elle n'était pas seule. De retour à Paris, Minji et Irin s'installèrent dans un petit appartement dans le Marais, loin du luxe de l'appartement de Sojin mais chaleureux et à elle. Les premiers jours furent un mélange d'excitation et d'appréhension. Irin, encore marquée par son accident, découvrait la ville avec des yeux émerveillés, tandis que Minji reprenait son travail avec Sojin, cette fois avec plus de confiance. Elle apprenait à dessiner des patrons, à comprendre les tendances, et même à pitcher des idées lors des réunions. Irin, de son côté, s'épanouissait dans son école d'art. Ses dessins, inspirés par leur histoire et la culture coréenne, attiraient l'attention de ses professeurs. Mais la vie à Paris n'était pas un conte de fées. Les factures s'accumulaient, et les différences culturelles pesaient parfois sur leurs relations. Irin, plus spontanée, se heurtait à l'approche méthodique de Minji, façonnée par des mois auprès de Sojin.
Les disputes étaient rares mais intenses, souvent alimentées par la peur de perdre ce qu'elles avaient reconstruit. Sojin, bien qu'elle restât en retrait, jouait un rôle discret mais crucial. Elle invita Irin à exposer ses dessins lors d'un événement de mode, où il fut remarqué par une galeriste. Ce fut un tournant pour Irin, qui commença à vendre ses œuvres, leur offrant une stabilité financière. Minji, fière, voyait en Irin une force qu'elle n'avait pas soupçonnée. Mais elle voyait aussi que Sojin, malgré sa générosité, portait une solitude qu'elle ne partageait avec personne. Un jour, lors d'une pause déjeuner, Minji trouva Sojin en train de regarder la vieille photo d'Eunkyung. « Vous lui parlez encore » demanda-t-elle prudemment. Sojin secoua la tête. « Non, elle a sa vie, et moi la mienne. Mais parfois, je me demande ce qui aurait pu être. » Elle regarda Minji et Irin, qui riaient ensemble à l'autre bout de la pièce. « Vous deux, vous me donnez de l'espoir. » Ces mots restèrent avec Minji. Elle réalisa que Sojin ne les aidait pas seulement par compassion, mais aussi pour guérir une partie d'elle-même, celle qui n'avait jamais eu le courage d'aimer pleinement. Cette prise de conscience donna à Minji une nouvelle détermination. Elle ne laisserait pas la peur ou la société dicter son avenir avec Irin. Un soir, alors qu'elle se promenait près de la Seine, Irin prit la main de Minji. « Tu sais, je ne pensais pas qu'on arriverait jusqu'ici, » dit-elle. « Moi non plus, » répondit Minji, souriant. Elles s'arrêtèrent pour regarder les lumières danser sur l'eau, et pour la première fois, Minji sentit qu'elles étaient à leur place, ensemble, malgré tout. Mais un appel inattendu vint troubler leur paix. La mère de Minji, après des mois de silence, avait retrouvé sa trace via Jiwon. « Elle veut te parler » dit Jiwon au téléphone. Minji sentit son cœur se serrer. Était-ce une chance de réconciliation ou une nouvelle blessure? Irin, à ses côtés, lui serra la main. Quoi qu'elle dise, on affrontera ça ensemble. Minji accepta de rencontrer sa mère à Séoul lors d'un court voyage. Sojin, fidèle à son rôle de protectrice, insista pour les accompagner. « Tu n'as pas à faire ça seule, » dit-elle. Ce voyage marquerait un tournant, non seulement pour Minji et Irin, mais aussi pour Sojin, qui devrait affronter ses propres souvenirs en revenant en Corée. Le retour à Séoul fut comme un plongeon dans le passé pour Minji. Les odeurs de kimchi et de pain de poisson frit dans les rues, les néons criards, tout lui rappelait la vie qu'elle avait laissée derrière. Irin, à ses côtés, semblait nerveuse mais déterminée, tenant la main de Minji comme un rempart contre le monde. Sojin, quant à elle, était silencieuse, son regard perdu dans des souvenirs qu'elle ne partageait pas. La rencontre avec la mère de Minji eut lieu dans un café discret près de la maison familiale à Incheon. Minji, le cœur battant, entra seul, laissant Irin et Sojin attendre dehors. Sa mère, une femme coréenne d'une cinquantaine d'années aux traits fatigués, semblait différente, plus fragile que dans ses souvenirs. « Minji, » murmura-t-elle, les yeux humides. « Je n'aurais pas dû te chasser. J'avais peur, pour toi, pour nous. » Minji écouta, partagé entre la colère et le besoin de comprendre. Sa mère expliqua combien la pression sociale l'avait étouffée, combien elle avait cru protéger sa fille en la rejetant. « Je veux que tu reviennes, » dit-elle enfin. Mais Minji secoua la tête. « Ma maison, c'est avec Irin maintenant. Si tu veux faire partie de ma vie, tu dois l'accepter. » À sa surprise, sa mère hocha la tête, les larmes coulant. « Je vais essayer, » murmura-t-elle. Ce n'était pas une réconciliation complète, mais c'était un début. Minji sortit du café, bouleversé, et trouva du réconfort dans les bras de Irin. Sojin, observant la scène, esquissa un sourire. « Tu es plus forte que je ne l'étais, » lui dit-elle. De retour à Paris, Minji et Irin continuèrent à construire leur vie. Irin exposait ses dessins dans des galeries, tandis que Minji lançait sa propre ligne de vêtements sous l'aile de Sojin, mêlant motifs coréens et modernité parisienne. Leur amour, bien que testé par les épreuves, s'était renforcé, ancré dans une confiance mutuelle. Sojin, elle, trouva un nouveau sens à sa vie en aidant d'autres jeunes marginalisés en Corée, créant une fondation pour soutenir les personnes rejetées par leur famille à cause de leur identité. Elle ne retrouva jamais Eunkyung, mais elle apprit à faire la paix avec son passé,
grâce à Minji et Irin, qui lui avaient montré que l'amour pouvait triompher, même dans les moments les plus sombres. Un soir, sous les étoiles de Paris, Minji et Irin s'assirent sur un banc, comme celui où tout avait commencé. « On a réussi », murmura Irin, la tête posée sur l'épaule de Minji. « Oui », répondit Minji, un sourire dans la voix. « Et on ne s'arrêtera pas là. » Leur histoire, née d'un rejet douloureux, était devenue un témoignage de résilience et d'amour. À 18 ans, Minji avait perdu sa famille, mais elle avait trouvé bien plus. Une maison, un avenir et une femme qui valait tous les combats.